Bonjour Agnès Levallois, nous avons le plaisir d'être avec vous aujourd'hui, professeur à Sciences Po, spécialiste du Moyen-Orient. On va parler aujourd'hui de la Syrie et de son actualité à peu près 1 an et demi après la chute du régime de Bachar el-Assad. On va commencer par une question un petit peu d'actualité. Donc en octobre dernier, on a eu les premières élections parlementaires qui se sont tenues dans la Syrie post-Al-Assad. D'après vous, permettent-elles d'entrevoir une recomposition politique ou servent-elles surtout de caution démocratique à Ahmed el-Shara ? Alors, je ne suis pas sûre qu'on puisse parler encore de recomposition politique en Syrie, puisque ce pouvoir est encore récent, tout jeune, et donc il lui faut le temps de mettre en place des nouvelles structures. C'est déjà important que des élections aient pu se dérouler, même si elles ne se sont pas déroulées comme certains Syriens auraient aimé qu'elles se déroulent, à savoir avec une plus grande offre politique, avec la capacité des Syriens à avoir suffisamment de temps pour se préparer, pour mettre en place des partis politiques, pour avoir le temps de faire connaître leur programme. Donc c'est évident qu'il y a une frustration de la part de certains Syriens, considérant que c'est peut-être simplement un vernis que veut se donner Ahmed el-Shara en organisant des élections. Mais je crois qu'il faut quand même replacer cette décision dans une profondeur historique. Il ne faut jamais oublier que la Syrie sort de plus de 50 ans de système autoritaire, que de 15-14 ans de guerre qui a quand même complètement déstructuré la société, parce que ce n'est pas les élections qui se déroulaient du temps de Bachar el-Assad qui peut permettre de parler d'un véritable processus démocratique. Donc je pense que ces élections sont importantes parce que ça démontre la volonté quand même de Shara de se lancer dans une vie politique qui veuille dire quelque chose, mais je crois que l'idée selon laquelle, dès qu'on organise des élections, tout va aller pour le mieux, évidemment, n'est pas un argument recevable. Parce que pour que des élections aient du sens et permettent d'offrir une offre politique, il faut quand même du temps pour, comme je disais à l'instant, que ceux qui portent un projet politique aient le temps de le formuler, de l'organiser et de le porter à la connaissance des électeurs potentiels. Donc, je ferai une réponse un peu entre deux. Je pense que c'est important que le processus se soit déroulé, qu'il ait eu lieu, avec des frustrations évidentes, mais que c'est une première étape, et une première étape, si elle est suivie d'autres, qui est un premier pas tout à fait positif. Et je crois qu'il faut accepter, dans cette période de transition que vit la Syrie, de considérer que cette transition prend du temps. On ne peut pas, en quelques mois, franchir toutes les étapes de passer d'un système autoritaire qu'on a connu, d'une guerre, à un système ouvert avec une offre politique qui permettrait de satisfaire toutes les attentes de la population syrienne. On comprend ces attentes, mais tout ça peut prendre du temps. Et donc oui, après, on a vu une certaine euphorie tout d'abord après la chute de Bachar el-Assad et donc une forte popularité du président al-Shara et de ses hommes. Et aujourd'hui, donc après à peu près 1 an et demi de transition, que diriez-vous de la perception des Syriens, de la légitimité de ce pouvoir? Et est-ce que la question ethno-religieuse va-t-elle jouer un rôle dans cette perception? Est-ce que selon les communautés, on va avoir une perception différente de la légitimité justement du pouvoir? Alors là aussi, il faut revenir un peu en arrière et à ce qu'est Ahmed el-Shara, parce que c'est évident que lorsqu'il arrive à Damas et qu'il prend le pouvoir, venant de là où il vient, avec son passé, il y a beaucoup d'inquiétudes de la part d'une grande partie des Syriens qui se dit que ce djihadiste, ancien djihadiste qui arrive à Damas, pose problème. Je crois qu'il a eu suffisamment de sens politique et d'intelligence politique pour rassurer une partie de la population syrienne et pour montrer qu'il avait enlevé ses habits de djihadiste pour endosser des habits d'homme politique. Maintenant, ce qui s'est passé quand même vis-à-vis de la communauté alaouite, des massacres des alaouites, des tensions et des heurts qu'il y a eu l'été dernier entre les Druzes et les clans bédouins dans la région de Souaïda, quelques attaques qui ont été menées alors, par l'État islamique contre une église à Damas, ces différents éléments, évidemment, ont inquiété des parts de la communauté nationale syrienne, de ces minorités, et en se demandant si Ahmed el-Shara était capable de réunir l'ensemble des Syriens autour de son projet, ou est-ce que toutes ces volontés de certaines communautés, de la crainte de ces communautés à l'égard du pouvoir, évidemment, je n'ai pas parlé des Kurdes, mais qui aussi, on y reviendra, une dimension importante. Donc tous ces éléments ont entaché, ou en tous les cas, ont remis un peu en cause la capacité d'Ahmed el-Shara à se présenter comme étant le chef de tous les Syriens.
Il n'en demeure pas moins qu'après les massacres des Alaouites et après aussi les massacres dans la région druze, on a vu quand même Charlap proposer des enquêtes, évidemment déclarant que les criminels seraient poursuivis. Donc il a quand même tenu à rassurer les Syriens, ceux qui ne font pas partie de son camp, de sa capacité à ouvrir le jeu. Maintenant, il va falloir vraiment des gestes concrets, de savoir jusqu'où il va aller. Est-ce que la justice va vraiment aller au bout de ce processus pour rassurer les Syriens? Et pour l'instant, cette confiance n'existe pas auprès de tout le monde. Ça, il faut être quand même tout à fait clair là-dessus. Il y a une partie des Syriens qui fait confiance, mais une partie qui est encore quand même très réservée, qui s'attend, j'allais dire, à tous les instants à ce que le djihadiste prenne le dessus sur l'homme politique. Hein. Et on le voit bien dans les discussions qu'on peut avoir avec des Syriens, cette crainte, elle est là. Donc, charge à lui de rassurer les Syriens pour montrer que ce n'est pas simplement des propos qu'il tient, mais que ces propos vont être suivis des faits. Mais là encore, ça prendra du temps. Ça prendra du temps parce qu'il y a une justice à remettre en ordre de bataille quand même. Et il faut donner les moyens à cette justice pour qu'elle puisse mener les enquêtes. Il y a aussi quand même évidemment des résistances de la part de certains. Il y a certains dans l'entourage même de Charlier qui considèrent qu'il ne faut pas s'embarrasser de tout ça, il faut qu'il s'impose, quelle que soit la réaction des minorités, qu'il ne lui faut pas confiance. Et donc, est-ce qu'il va être capable d'instaurer cette confiance pour que toutes les minorités adhèrent à son projet? On n'en est pas encore tout à fait là. J'ai l'impression qu'il entend donner des signes, mais il faut que ces signes soient suivis des faits. Donc le résultat un peu de la période Al-Assad et sûrement de la guerre civile, c'est qu'aujourd'hui le jeu politique syrien, on a l'impression qu'il est surtout centré sur le champ ethnostratégique, donc avec typiquement les oppositions kurdes, druzes, alaouites, etc. Mais est-ce qu'on voit aussi apparaître des offres politiques au sens peut-être plus politicien, idéologique, ou est-ce que ça reste justement cantonné à ces questions un petit peu stratégiques, ethnographiques, régionales ? Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne voit pas encore beaucoup apparaître d'offres politiques qui pourraient surmonter justement ces différentes composantes telles que vous les avez décrites. C'est-à-dire que, bon, à part le bloc central, si je puis dire, qui est le bloc autour d'Ahmed el-Sharra, on voit bien que les différentes composantes de la société syrienne, les Alaouites, les Druzes, les Kurdes, n'ont pas encore suffisamment de confiance pour passer au-delà de cette appartenance et se dire comment mettre en place une offre politique à laquelle nous pourrions participer et qui rassemblerait l'ensemble des Syriens. Et pour moi, c'est vraiment un des défis majeurs d'Ahmed el-Sharra. C'est comment, mais là aussi, ça prendra évidemment du temps, puisque ce pays a quand même été gouverné par un parti unique pendant tellement longtemps, et la guerre a aussi continué à mettre à mal cette société, finalement, syrienne. Donc, je pense qu'il y a une capacité des Syriens à aller dans cette direction. Je pense que les Syriens ont tout à fait les moyens d'aller dans cette direction, mais là encore, ça va prendre du temps. Et je pense que toute la difficulté que l'on a, nous, c'est accepter que cette nouvelle phase ne soit pas une phase qui permettent de voir émerger en quelques semaines ou même quelques mois une offre politique qui permettrait de satisfaire les attentes, les exigences des Syriens. Et donc c'est toujours cette course de vitesse finalement, avec toujours la peur que tout ça soit remis en question. Et une des composantes qui pourrait peut-être justement contrebalancer ce pouvoir syrien, c'est la société civile syrienne, qui en tout cas depuis l'Occident apparaît surtout par les voix des Syriens exilés ou des Syriens de la diaspora. Donc que diriez-vous de la place de cette société civile syrienne et aussi quelle est peut-être la perception des Syriens qui sont restés en Syrie, des Syriens qui sont exilés, des Syriens de la diaspora qui parlent et qui sont peut-être plus visibles dans les médias que justement les Syriens restés au pays. Est-ce que vous diriez qu'il y a une sorte de méfiance Vous savez, c'est toujours dans tous les conflits. On a vu cette dichotomie et du coup cette tension qui peut exister entre les Syriens qui sont restés sur place, là en l'occurrence, qui ont souffert de la guerre, qui ont souffert d'exactions absolument terribles, et ceux qui ont été contraints de partir à l'étranger, alors qu'ils n'ont pas fait de gaieté de cœur, qui parfois ont eu des parcours difficiles avant de pouvoir s'intégrer dans d'autres sociétés.
et donc qui ont plus les outils finalement aussi pour s'exprimer, comme vous dites, dans les médias et faire connaître leur point de vue. Et donc forcément, ça crée des tensions entre les deux, hein, en sachant que ceux qui sont sur place, eh ben, en veulent un peu à ceux qui sont partis, même s'ils ne sont pas partis de leur plein gré, bien évidemment. En même temps, les Syriens de l'intérieur comprennent très bien la richesse et l'intérêt que peuvent avoir ces Syriens de l'extérieur qui ont eu le temps de s'organiser, qui ont souvent fait partie de mouvements, qui ont créé des mouvements, qui ont quand même été très actifs pour soutenir les Syriens de l'intérieur, qui ont des relais à l'extérieur, et donc ça aussi, les relais à l'extérieur sont extrêmement importants pour faire valoir leurs idées, leur volonté de faire bouger les choses. Donc il y a un intérêt bien compris des deux, mais après, il faut absolument trouver l'équilibre pour que les Syriens de l'intérieur trouvent leur place et n'aient pas le sentiment d'être mangés par ceux de l'extérieur qui rentrent avec parfois d'abord des moyens, parce que pour peu qu'ils aient réussi à l'extérieur, eh bien ils peuvent avoir quand même quelques moyens à disposition. Ils ont souvent des soutiens parce que dans les sociétés dans lesquelles ils se sont intégrés, dans lesquelles ils ont vécu, ils ont pu obtenir des soutiens pour continuer à travailler avec la Syrie, avec les Syriens, et donc ils peuvent venir avec cela, avec cette aide, pas que matérielle, mais aussi matérielle. Donc tout ça crée une situation qui n'est pas toujours facilement acceptée et acceptable, mais je crois qu'il y a quand même une intelligence de la part des Syriens d'une façon générale pour que cette alchimie quand même se fasse et que ceux de l'intérieur comprennent l'intérêt qu'ils ont à travailler avec l'extérieur et que ceux qui rentrent de l'extérieur acceptent aussi d'écouter ce que disent les Syriens de l'intérieur pour trouver une solution qui soit acceptable par les deux. Si l'un essaye de s'imposer à l'autre, on va aller vers la catastrophe. J'ai plutôt l'impression, mais là encore, ça prendra du temps, qu'il y a une volonté de profiter finalement de cette expérience de l'extérieur tout en respectant les attentes de l'intérieur. Et donc en général, où en est-on justement par rapport à ce retour des nombreux réfugiés qui ont fui la guerre civile ? On a vu que ça a très vite été un sujet dont de nombreux politiciens et médias se sont emparés en Occident notamment. Et est-ce que déjà, que ce soit par rapport aux capacités d'accueil, on sait qu'il y a un parc immobilier en ruine en Syrie qui doit être reconstruit, et même économiquement, etc. Ouais. Et est-ce qu'un retour massif justement de ces réfugiés pourrait faire basculer les équilibres communautaires, politiques, sociétaux ? Ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas de retour massif de toute façon, parce que les Syriens qui sont installés à l'extérieur et qui ont fait leur trou, parce que c'est une guerre qui a duré quand même 14 ans, ce qui veut donc dire qu'en 14 ans, vous avez une génération. Il y a des enfants qui sont nés ici, en Europe, et donc qui sont allés à l'école. Et donc, c'est vrai que les faire rentrer à ce moment-là en Syrie, dans un pays détruit, où il n'y a pas encore d'école, il n'y a pas suffisamment de logements. Donc, on voit bien que souvent les familles restent. Le père peut être amené à faire des allers-retours pour évaluer la situation, voir s'il est possible de vivre, simplement de travailler aussi, parce que pour pouvoir vivre, il faut d'abord travailler. Donc, tout ça est un processus, là encore, qui va prendre du temps. Il y a sûrement beaucoup de Syriens qui ne rentreront pas parce que, en partie, ils ont commencé à faire leur vie ici. Hein, et je parlais des enfants qui sont allés à l'école. J'imagine qu'il y a plein d'enfants syriens qui sont nés ici, qui sont arrivés, ils avaient 5 ou 6 ans, qui aujourd'hui ont pratiquement 20 ans. Je pense que c'est compliqué pour eux d'envisager de retourner s'installer. Ils peuvent évidemment envisager de retourner, de garder ce lien avec ce pays. Mais de là à quitter les positions qu'ils ont construites ici pour retourner en Syrie, dans un pays dans lequel il y a tout à refaire, quand même extrêmement difficile. Donc on sait qu'il y a une volonté, en particulier des pays européens, à faire partir les réfugiés syriens, parce qu'on est dans une stratégie dans les pays européens de refermement terrible. Donc on a vu des mesures prises par certains pays européens, de dire maintenant qu'il n'y a plus la guerre en Syrie, allez, repartez et on ne veut plus vous voir. Mais il y a quand même des résistances de la part des Syriens pour ceux qui ont réussi vraiment à faire leur trou ici. Ce qu'on sait, mais ça peut être un peu anecdotique par rapport aux chiffres, mais là, depuis la guerre que Israël mène à nouveau au Liban, il y a quelques jours, on parlait déjà de 12 000 Syriens qui avaient quitté le sud Liban pour retourner en Syrie, parce que autant ils se sentaient quand même mieux au Liban parce qu'ils arrivaient à vivre, même avoir un peu de boulot, même si ils étaient quand même majoritairement rejetés par beaucoup de Libanais, mais ils avaient quand même du travail et ils préféraient rester, même si c'était pas idéal. Évidemment, avec la guerre, maintenant, certains n'ont qu'une envie, c'est de rentrer parce que là, leur vie physique est en jeu. Donc, il y a une volonté. Moi, je l'ai vu autour de moi, je suis frappée, beaucoup de Syriens sont rentrés, mais ils sont rentrés pour voir
avant de prendre une décision, et je ne crois pas que encore les conditions soient réunies pour que véritablement ils fassent le choix délibéré de tout quitter là où ils étaient pour à nouveau s'installer en Syrie. Vous avez parlé de la jeunesse donc syrienne exilée, et la jeunesse syrienne qui est restée au pays, elle a eu toute une enfance, une adolescence brisée par la guerre, pour ceux qui sont nés et même qui ont grandi durant cette période. Et aujourd'hui, que diriez-vous de cette jeunesse, de ce que vous en savez? Est-elle politisée? Compte-t-elle s'impliquer? Ou est-elle au contraire désabusée et en quête d'éducation, j'imagine, de nombreux parcours ont dû être nettement brisés. C'est sûr que les jeunes qui sont restés en Syrie, qui sont nés en Syrie pendant la guerre ou qui étaient petits et qui maintenant sont adolescents, jeunes adultes, ils sont simplement déjà dans une attente d'une vie normale, hein, d'une vie qui ne soit pas cette vie de violence qu'ils ont connue. Maintenant aussi, est-ce que ce régime va être en mesure d'offrir un soutien? Parce qu'on imagine bien que pour beaucoup de jeunes aujourd'hui, digérer ce qui s'est passé et pouvoir avancer en venant d'un tel parcours qui a duré quand même 13 ans, 13-14 ans, donc qui marque une enfance et du coup le parcours de jeune adulte, là il faut mettre des moyens en œuvre aussi de soutien à cette jeunesse pour qu'elle puisse se projeter, pour qu'elle puisse faire des projets, pour qu'elle puisse avancer. Donc là, je ne suis pas sûre que ce soit une priorité de ce gouvernement, parce qu'il faut des moyens pour cela, et que la première priorité, c'est quand même de remettre l'économie en route. Donc là, il y a une fragilité. Et donc si ce gouvernement ne prend pas cette question à bras-le-corps assez vite, c'est vrai que ça peut engendrer à terme des parcours qui peuvent être des parcours qui vont peut-être poser problème, parce que ce seront des jeunes qui pourraient être récupérés par des forces qui pourraient être opposées aux projets menés par ce gouvernement, des formes éventuellement radicales. Donc il y a toute cette question de cette évolution de cette jeunesse pour laquelle je serais absolument incapable de faire des pronostics en raison de toutes ces interrogations et de la façon dont le pouvoir va y répondre, en sachant que c'est évidemment pas sa priorité première, parce que la première attente des Syriens, c'est comment je peux nourrir ma famille et comment je peux me nourrir moi-même, avec évidemment l'éducation qui a toujours été une question essentielle pour les Syriens, et donc comment remettre en place un système éducatif qui permette de donner un horizon justement à tous ces jeunes. Et justement, en parlant d'économie, on a beaucoup parlé de la levée des sanctions, et donc qu'en est-il aujourd'hui de l'économie syrienne, de son État, et est-ce que la population se retrouve dans l'ouverture progressive du pays vers l'étranger, vers les marchés, etc. Alors, il y a un vrai effort qui a été mis, ça a vraiment été la priorité de Charles en arrivant au pouvoir, hein. Et ici, il a renoué, il a fait tous les gestes nécessaires à l'égard en particulier des Américains et des Occidentaux, c'était parce qu'il voulait absolument obtenir la levée des sanctions pour que l'économie redémarre. Et donc ça, il a fait absolument tout ce qu'il fallait pour cela, allant jusqu'à ce que Donald Trump lui serre la main, ce qui n'était quand même pas gagné vu d'où vient Ahmed el-Sharaa. Donc ça, de ce point de vue-là, il a donné les gages nécessaires aux Occidentaux pour que les sanctions soient levées, donc ça c'est un point qui est extrêmement positif. Toutes les négociations qu'il y a eu avec les Kurdes ont permis aussi de récupérer l'exploitation des zones, des champs pétroliers qui étaient sous domination des Kurdes, donc ça c'était aussi un enjeu important évidemment de la négociation politique entre le pouvoir de Damas avec les Kurdes. Donc ça, ce sont des points positifs. Les pays du Golfe, quand même, qui ont joué le jeu, hein, en donnant soit du pétrole du gaz pour le Qatar, pour essayer d'améliorer la situation de l'électricité en particulier, parce qu'avant, il y avait 1 ou 2 heures d'électricité par jour. Maintenant, il y en a quand même beaucoup plus, et ça, c'était une des premières demandes de la population syrienne. Il y a un certain nombre d'hommes d'affaires qui étaient partis, qui, même s'ils ne s'installent pas définitivement à Damas, reprennent du business, parce qu'il y a effectivement beaucoup de choses à faire, en mobilisant les Syriens, en particulier dans les pays du Golfe, hein, et dans les Émirats en particulier. Donc il a vraiment mis en place, me semble-t-il, la stratégie qu'il fallait pour que l'économie redémarre. Là encore, ça prend beaucoup de temps, donc il y a des améliorations, mais l'impatience de la société syrienne est absolument énorme. Et en fait, il joue vraiment sa carte politique là-dessus. C'est-à-dire que s'il arrive à vraiment montrer qu'il fait tout ce qu'il faut pour que l'économie reparte, les Syriens, même ceux qui sont opposés à sa ligne politique et son parcours politique, même ceux qui sont opposés à lui peuvent finir par adhérer, ou en tous les cas à se dire que
ben, il fait le job, hein, si je puis dire. S'il n'arrive pas à faire ça, là, la situation peut s'envenimer de façon très, très grave. Mais j'ai plutôt l'impression quand même, à ce stade, là où nous parlons, qu'il réussit à remettre cette machine économique en route. Alors, pour un centre de Syriens, ça va pas assez vite. Moi, c'est des échos que j'ai de gens qui me disent « Mais qu'est-ce qu'il fait? Ça va pas assez vite. » C'est vrai que vous savez qu'on a estimé quand même à plus de entre 200 et 300 milliards de dollars la reconstruction de la Syrie. Donc, comment vous arrivez à mobiliser une telle somme à un moment où le contexte régional est quand même plus que préoccupant? Et donc, toute la question, elle est là. Donc, les Émirats ont donné de l'argent, l'Arabie Saoudite a donné 1 milliard pour les télécommunications, les infrastructures. Donc, ça paraît une goutte d'eau, évidemment, face aux besoins. Mais en même temps, cette mobilisation, quand même, elle existe. Alors, cette mobilisation de la part des Émirats, enfin des pays du Golfe en particulier, correspond à un autre objectif, qui est de retrouver un allié avec la Syrie, puisque du temps de Bachar el-Assad et de Hafez al-Assad, c'est évident que l'Arabie n'était pas sur la ligne de la Syrie. Et donc l'Arabie Saoudite avait un peu laissé tomber la Syrie, estimant qu'elle était dans l'escarcelle des Iraniens et qu'ils n'allaient pas se bagarrer. Avec le départ le départ de Assad, donc des Iraniens de Syrie, l'Arabie a envie de reprendre un espèce de contrôle sur la Syrie, estimant qu'ils font partie du même camp. Donc, ce qui a permis de débloquer des aides économiques importantes. Donc, c'est une bonne chose, mais les besoins sont tels qu'aujourd'hui, l'Arabie n'a pas, et les Émirats n'ont pas de quoi mettre des centaines de milliards ou même des dizaines de milliards, d'autant plus au regard de ce qui se passe aujourd'hui dans la région, enfin depuis une dizaine de jours. L'actualité récente syrienne a été marquée par le conflit entre les troupes de l'armée de Al-Shara et les forces kurdes, qui ont été suivies par donc des accords. Donc, diriez-vous qu'aujourd'hui on se dirige vers un pouvoir plus décentralisé, sur un modèle peut-être fédéraliste, qui serait imposé de facto par la guerre civile et le morcellement du pays? Alors, Shara n'en veut pas. Ça, c'est clair que lui estime que la Syrie est indivisible et qu'il faut absolument porter un projet politique qui permet de garder, de sortir de la fragmentation territoriale qui a été le cas pendant la guerre et issue de la guerre. Lui est tout à fait opposé à cela, considérant qu'il faut absolument que la Syrie retrouve son unité, une et indivisible. Et ça, c'est vraiment un élément important de la stratégie de Shara. Maintenant, on voit bien les difficultés de l'accord avec les Kurdes. Alors les Kurdes ont fini par accepter cet accord, qui a du mal à se mettre en place, mais cet accord quand même a le mérite d'exister. Est-ce que ça va s'accompagner quand même d'une certaine autonomie de la part des Kurdes? Sûrement, parce qu'après avoir acquis ce qu'ils ont acquis pendant la guerre, de renoncer à toute cette autonomie, pour les Kurdes, c'est quand même extrêmement compliqué. Donc on peut imaginer en tous les cas une certaine autonomie au moins au niveau social, c'est-à-dire que dans les écoles on puisse enseigner le kurde à l'image de ce qui s'est passé en Irak, dans le Kurdistan irakien. Mais je n'ai pas l'impression qu'à ce stade, Shara puisse accepter véritablement un système fédéral. Parce que ça voudra dire, si on le met en place, que les Alaouites peuvent être amenés à faire la même demande, les Druzes la même demande, et que là, on pourrait aller plutôt vers un démembrement de la Syrie, et je ne crois pas du tout que ce soit son objectif. Donc, est-ce qu'il va être suffisamment fort pour finir par imposer cette Syrie unie? Mais tout ça, ça nécessite, premièrement, il y a un maître mot pour moi, c'est la confiance. Comment rétablir la confiance avec ces différentes composantes pour qu'elles ne se sentent pas menacées et ne se sentent pas menacées, ne demandent pas cette autonomie et estimant qu'elles peuvent s'intégrer dans une communauté syrienne. Il n'y a pas de secret sur le fait que Ahmed al-Shara est arrivé au pouvoir, entre autres, grâce à des aides de pays étrangers. Et aujourd'hui, dans quelle mesure diriez-vous que le nouveau pouvoir est réellement autonome vis-à-vis des puissances régionales et internationales? On peut penser à la Turquie, à Israël, aux États-Unis ou à l'Arabie Saoudite. La marge de manœuvre de Shara est quand même très limitée, c'est-à-dire que effectivement la Turquie a aidé dans son arrivée à Damas. Israël, qui a bombardé 80% des infrastructures militaires de la Syrie, montre quand même que difficile pour Shara de résister et de réagir parce qu'il n'a pas les moyens militaires de cela. On voit bien que les Saoudiens entendent retrouver une place privilégiée en Syrie parce que les Saoudiens considèrent que la Syrie doit faire partie de cet ensemble, de ce Moyen-Orient, et que donc l'Arabie a les moyens d'exercer une influence sur la Syrie. Et la Syrie étant un pays quand même extrêmement affaibli par non seulement les années de dictature, mais la guerre, a une marge de manœuvre très limitée. Et Shara est obligé
de mettre en œuvre aussi une stratégie qui peut être la stratégie des intérêts saoudiens, américains, israélien, simplement pour éviter d'être pris dans ce chaos régional et d'essayer de sauver sa peau, si je puis dire. Et on voit bien aujourd'hui, toute la région est à feu et à sang. Pour l'instant, la Syrie est un peu épargnée. On a l'impression d'une espèce d'îlot là au milieu entre la guerre menée par Israël contre l'Iran, contre le Liban. Bon, on a l'impression que la Syrie, pour l'instant, est un peu préservée. Mais c'est parce qu'aussi la Syrie est en état de faiblesse et que la priorité de Charles, ça n'est absolument pas de se retrouver prise en étau dans ces différents conflits. Sa priorité, je le répète, c'est l'économie, c'est se donner les moyens que la population syrienne ait confiance en lui. Et ça, c'est déjà un énorme boulot. Donc, oui, la Syrie est obligée de tenir compte finalement aussi des intérêts. On l'a vu quand Trump a dit à Charles, bon, ça serait bien maintenant de normaliser la relation avec Israël. Alors Charles a répondu poliment parce qu'il n'a pas les moyens de rentrer en confrontation avec les Américains. Alors pour l'instant il n'y a pas de suite parce qu'évidemment en plus Israël en bombardant comme il le fait la Syrie, c'est absolument impossible pour la Syrie d'accepter. Mais il n'y a pas eu une position de principe, de rejet avec une grande déclaration de Charles. Quelle est sa marge de manœuvre ? Lui, il est pragmatique. Moi, ce qui me frappe dans ce dirigeant, c'est qu'il est extrêmement pragmatique. Il a l'air d'avoir une ligne quand même cohérente et que pour l'instant, il fait le job. À la grande surprise de certains d'ailleurs, qui pensaient que de toute façon c'était simplement un idéologue et qui avançait l'agenda de son mouvement au détriment de la Syrie. Moi pour l'instant c'est plutôt l'inverse que je vois. Jusqu'à quand est-ce qu'il est vraiment, comment dit-on, est-ce qu'il est sincère dans cette démarche ? Moi, j'en sais rien et je ne fais pas de procès d'intention a priori comme certains le font. Je trouve que pour l'instant, c'est un homme politique pragmatique et qui montre qu'il essaye, en tous les cas, de faire en sorte de faire redémarrer la Syrie. Avec des moments, des choses qui peuvent poser problème, parce que je pense il faut aussi qu'il compose avec un entourage qui n'est pas sur cette même ligne. On sait que certains dans son entourage, pas forcément le premier cercle, mais le deuxième ou troisième cercle, considèrent qu'il fait beaucoup trop de concessions aux Occidentaux, qu'il accepte beaucoup trop de choses et que c'est pas bien. Donc qu'il soit aussi en danger par rapport à cette composante de ses soutiens qui ne sont pas d'accord avec cette ligne, oui, mais pour l'instant il arrive à peu près à naviguer entre tous ces écueils. Vous l'avez bien rappelé, la Syrie sous les Assad était vraiment peut-être la clé de voûte de l'axe de la résistance qui avait été construit par l'Iran pour assurer sa protection dans la région. Donc aujourd'hui, avec l'offensive israélo-américaine sur l'Iran, est-ce que la Syrie est vraiment épargnée ou est-ce qu'il y a encore, vous pensez, des luttes d'influence qui se jouent ? Est-ce que l'Iran essaye peut-être de retrouver une quelconque influence dans le pays ou est-ce que c'est trop tard ? Non, je crois que là, l'Iran maintenant, d'abord, l'Iran est extrêmement affaibli quand même. Et donc l'Iran maintenant essaye simplement de garder un point d'appui qui est le Hezbollah au Liban. Là, il a encore la capacité de le faire, parce que, et on l'a bien vu d'ailleurs dans la décision du Hezbollah de rentrer en guerre, de lancer des missiles contre Israël en soutien de la guerre menée par Israël en Iran. Mais je ne crois pas qu'aujourd'hui les Iraniens aient les moyens de déstabiliser la Syrie et que toutes leurs capacités sont vraiment mises au Liban avec le Hezbollah, parce que là, ils ont vraiment des alliés. Ils existent, ils sont là, ils ont des leviers sur cet allié, ils n'ont plus du tout de levier sur la Syrie. Alors ils ont sûrement des personnes en Syrie qui sont favorables à eux, bien sûr, mais je ne crois pas, ou en tous les cas je n'ai vu aucun signe qui laisse penser qu'ils sont en mesure de reconstruire une influence quelconque en Syrie aujourd'hui. Et avec la guerre que subit aujourd'hui l'Iran, je ne vois pas quelles seraient ses capacités à pouvoir reconstruire cela. Là, maintenant, il faut qu'il sauve sa peau, ce régime. Pour finir, quelles sont selon vous les perspectives politiques pour la Syrie dans les mois et années à venir ? Et quelles seraient les conditions nécessaires à une réconciliation et à une reconstruction durable du pays ? Moi, je crois, et c'est un mot que j'ai déjà utilisé à plusieurs reprises, mais pour moi est essentiel, c'est la confiance. Comment Charles peut établir une confiance avec l'ensemble des Syriens pour que les Syriens, même opposés à ce que représente Charles, et je fais évidemment référence à son passé djihadiste, accepte l'idée que peut-être qu'il y a une évolution de sa part et qu'il n'est plus, c'est plus ça le combat que lui veut mener à son terme, le combat djihadiste, mais qu'il a vraiment abandonné complètement ses habits de djihadiste pour ceux d'un homme politique.
s'il arrive vraiment à donner les gages nécessaires pour rassurer les Syriens, moi je crois que dans une situation comme celle-ci, la population a besoin d'être rassurée, surtout celle qui n'adhère pas à ce qu'a été ou est ce qu'est encore Shara. Donc s'il arrive à suffisamment rétablir cette confiance, alors en même temps il ne faut pas se méprendre. Shara est quand même un islamiste. Le projet qu'il porte d'une société islamiste. Il est plus djihadiste, mais il a un projet d'une société conservatrice avec tout ce que cela implique. Il donne quand même des gages aux chrétiens en particulier, parce qu'il a très bien compris que sur la scène internationale, c'était un sujet sensible, et que s'il ne répondait pas à cette attente, là, il n'aurait plus aucun soutien de quiconque. Il l'a tellement bien compris qu'aujourd'hui, il a fait ce qu'il fallait pour rassurer cette partie de la société syrienne. Alors maintenant, il faut aussi que celle-ci accepte de reconnaître que des gages ont été donnés. Et là aussi, c'est une question de rassurer, de confiance. Donc là, il y a une attente de la part d'une partie de la société syrienne, et c'est pas gagné encore, parce qu'on voit qu'il y a quand même encore des craintes, des peurs, et beaucoup, j'entends beaucoup, mais c'est un vernis, au fond, ça reste un djihadiste, et il va vouloir appliquer la charia, enfin tout ce que l'on peut entendre. Il y a eu des tentatives de certains de ces ministres qui sont quand même pas des tendres, qui sont des idéologues purs et durs. Il a fait marche arrière quand il a vu que certaines mesures sur les manuels scolaires en particulier a été très mal perçues. Donc bon, c'est quelqu'un qui se rend compte que parfois ça va trop loin, il faut revenir en arrière. Jusqu'à quel point il va pouvoir aussi garder cet équilibre, mais avec aussi les siens. Parce que je pense que ça, c'est une dimension qu'il ne faut pas sous-estimer, le poids de ses soutiens, et qui trouve que ce qu'il fait ne va pas du tout dans le sens du projet politique qui pouvait être le sien. Mais lui s'adapte à la réalité, et c'est pour ça que je parle d'un homme politique pragmatique, je pense que c'est ce qu'il est. Alors, est-ce qu'une fois qu'il aura réussi à apaiser et à faire redémarrer l'économie, il va montrer son vrai visage? C'est ce que certains vont vous dire. Écoutez, moi j'en sais rien, et donc je préfère ne pas m'avancer là-dessus. Peut-être, mais peut-être pas. Donc, ce que je vois, c'est un homme qui, pour l'instant, essaye en tous les cas d'amener la Syrie à sortir de cet état de guerre, de reconstruire l'économie ou de remettre l'économie sur des rails permettant de donner le minimum vital à la société syrienne pour qu'elle s'y puisse redémarrer. Cette société syrienne a des atouts. C'est une société quand même qui est relativement éduquée, même s'il y a eu les 14 ans de guerre, mais grâce à l'apport de l'extérieur, ça peut donner quand même des moyens, des capacités à cette société syrienne. Et moi, pour finir, je dirais que moi, je fais confiance à la société syrienne. Voilà. Peut-être que c'est naïf, mais je crois qu'il y a un moment qui fait un État, c'est aussi sa société, et que moi, j'ai vraiment, pour une société que je connais bien, j'ai vécu 2 ans en Syrie, alors il y a très longtemps, mais c'est une société en qui je fais confiance aussi pour se battre, pour dire à Shara, ça ne nous convient pas, ça d'accord, et donc, et je pense que le maître mot peut-être c'est ça, faisons confiance aux Syriens qui ont réussi à faire partir quand même cette dictature, enfin ce qui n'est pas rien. Honnêtement, il n'y a pas eu d'effusion de sang, il y a eu des massacres, on en a parlé, c'est dramatique, il ne faut pas que ça se reproduise. Mais aux yeux de ce qu'on pouvait craindre, et je ne veux pas relativiser l'horreur de ce qui s'est passé, mais la situation a été quand même relativement maîtrisée quand on compare à d'autres situations. Et donc moi, c'est plutôt sur ces éléments que j'ai envie de bâtir une réflexion, plutôt que de voir systématiquement le côté négatif, qui est de se dire, vu le parcours de cet homme, c'est d'emblée forcément une catastrophe. Non. Et c'est pour ça que je parle de confiance que j'ai dans cette société syrienne qui a réussi pour l'instant quand même quelque chose qui est assez unique, non seulement dans la région, mais à une échelle plus large. Donc peut-être que c'est ça qu'il faut continuer à regarder, ce qui n'empêche pas d'être extrêmement vigilant, évidemment. Merci beaucoup Agnès Levallois pour vos éclairages et pour avoir accordé cet entretien à Alma Ogel Jadid. Merci à vous.